Bon, ben, merci déjà de nous avoir accueillis chez vous, nous qui arrivons masqués, mais pour cet entretien qui va en fait prendre une place centrale dans le prochain numéro spécial de la revue Mémoire en jeu, qui va être consacré entièrement à la mémoire de la guerre d'Algérie et plus précisément au mode d'actualisation de la mémoire de la guerre d'Algérie. Alors comme vous êtes sur le devant de la scène, on avait pensé venir vous poser quelques questions, mais aussi pas simplement peut-être pour ouvrir le champ, reprendre aussi des perspectives un petit peu plus larges liées à votre engagement et à votre conception même de la mémoire. Donc je vais commencer par une première question qui va tourner sur des choses attendues, mais autour du rapport que vous avez remis. Donc ce rapport que vous avez remis au président Macron, il porte explicitement sur les questions mémorielles. Et puis dans un entretien que vous avez donné au Monde à Frédéric Bobin, qui a été publié en février dernier, vous revenez sur votre propre parcours, c'est-à-dire des travaux strictement historiques entre 1974 et 1990, et puis des travaux qui portent davantage sur les questions mémorielles depuis 1990. Et en même temps, en ouverture du rapport, vous citez une phrase de l'historien Pierre Nora, selon laquelle « mémoire divise et l'histoire peut rassembler ». Alors, est-ce que vous voulez bien revenir brièvement sur la manière dont vous concevez cette articulation de l'histoire et de la mémoire, des impasses ou des limites de chacune des deux, ou des spécificités, des apports de chacune des deux? Effectivement, vous avez raison de souligner le fait que j'ai été un historien tout à fait classique, enfin classique dans le sens entre guillemets positiviste du terme, enfin dans le mauvais sens positiviste du terme, c'est-à-dire de quelqu'un qui travaille beaucoup sur les archives. Alors les archives d'État, bien sûr, il se trouve que dans les années 70, quand j'ai commencé à travailler, paradoxalement, les archives étaient beaucoup plus ouvertes qu'elles ne l'ont été après. Elles se sont refermées après la loi de 79, donc j'ai eu beaucoup plus de facilité à accéder aux archives à Aix-en-Provence pour faire ma thèse sur Messali Hadj, qui a été soutenue en 1978 avec Charles-Robert Ageron, Jacques Berck, etc. Et donc j'ai fait cette thèse avec beaucoup d'archives, qui m'ont servi d'ailleurs par la suite pour faire un dictionnaire biographique, puisque j'ai fait 600 biographies des militants algériens, qui est sorti en 1985. Et donc c'était, disons, un parcours où j'accordais énormément d'importance à l'écrit, aux archives écrites, aux archives d'État aussi, parce que, comme beaucoup d'historiens, je pensais qu'il y avait beaucoup de choses dans les archives d'État. Et puis aussi, bien sûr, par mon parcours, par mes engagements, par mon militantisme de l'époque, les archives des militants, des militants politiques algériens, dont certains avaient été écartés parce qu'ils étaient, disons, des compagnons de Messali Hadj qui avaient engagé un combat contre le FLN. Et donc, quand j'avais été les voir, dans les années 70, bon, c'était des personnages complètement isolés, en particulier, je pense à la famille de Messali, la fille de Messali, Janina, qui est restée mon amie jusqu'à présent. Janina, donc, qui m'a fait confiance, qui m'a donné les mémoires que son père avait rédigées avant de mourir. Puisque Messali est mort en 1974, et en 1975, quand j'ai rencontré Janina, elle m'a donné le texte que son père rédigeait de sa propre main, en français et en arabe, avant de mourir. Ça a été un cadeau absolument extraordinaire pour un jeune chercheur de 25 ans. C'était quand même fabuleux d'avoir accès. Elle m'a fait confiance parce que j'étais aussi un militant engagé pour la démocratie en Algérie, etc. Et donc j'avais ces deux types d'archives, fondamentalement. C'est-à-dire les archives d'Aix-en-Provence, pour aller vite, et puis les archives militantes. Des tracts, des journaux et les carnets intimes. En l'occurrence, c'était ceux de Messali. Je veux dire, les cahiers. Il avait fait 18 petits cahiers écrits à la main de sa vie, quoi. Il est mort lorsqu'il commençait à rédiger l'année 1938. Donc c'était tout un parcours, toute une vie extraordinaire. Ça m'a marqué d'ailleurs par parenthèse parce que j'ai toujours considéré qu'aussi écrire l'histoire à travers un personnage, c'était très important. Et c'était pas très à la mode à l'époque, parce qu'à l'époque, il y avait, disons, la tendance générale, c'était celle de l'histoire par les grandes structures, pas par le côté infrastructurel. Et d'ailleurs, étant moi-même marxiste très engagé de cette époque, je croyais beaucoup à ça. Mais en lisant les mémoires de Messali, les tracts et les paroles des militants, je me suis aperçu que l'histoire à hauteur d'homme, c'était quand même extraordinairement important.
Et ça nous permettait précisément de reconsidérer tous ces paysages. Donc effectivement, grosso modo de 74 jusqu'en 88-90, c'est-à-dire pendant une bonne quinzaine d'années, j'ai vu beaucoup d'archives, beaucoup brassé de choses à ce niveau-là. Mais en travaillant sur l'histoire de l'Algérie en particulier, de la colonisation au sens général, je me suis aperçu que la production du savoir régulier, du savoir historique, du savoir classique, suffisait pas. C'est-à-dire que je m'apercevais bien qu'il y avait beaucoup de livres qui étaient publiés déjà sur l'Algérie. Il y avait déjà beaucoup d'historiens qui travaillaient, contrairement à ce qu'on croit. Il y avait les travaux de Charles-Robert Ageron, il y avait les travaux de Julien, bien sûr, il y avait les travaux de Meignet, qui avait soutenu une thèse magnifique qui s'appelait l'Algérie révélée, qu'il a soutenu en 1979. Il y avait le travail de René Galissot, il y avait le travail de Claude Liozu, qui était professeur à Paris 7, ce qu'avait écrit Robert Bonneau. Et malgré tous les grands travaux académiques, il y avait des gens qui n'appartenaient pas à cette sphère-là et qui, quand j'allais les voir, qu'ils soient des militants nationalistes algériens, que ce soit des pieds noirs, que ce soit etc., eux disaient tous « on souffre ». C'est-à-dire on ne parle jamais de nous, nous sommes abandonnés, etc. Et moi j'avais beau leur dire « mais attendez, allez consulter des livres, lisez ce qui est écrit sur vous, etc. » Soit ils le faisaient bien sûr, mais ça ne les empêchait pas de souffrir, et ils ne trouvaient pas les moyens, entre guillemets, de cette guérison, soit ils n'y allaient pas, soit ils vivaient entre eux, comme séparés du savoir universitaire, du savoir académique. C'était très troublant. C'était quand même assez troublant pour moi, parce que je me disais, dans le fond, est-ce qu'il ne faudrait pas réfléchir différemment dans une approche de l'histoire? Et donc j'ai basculé, effectivement, et j'ai fait ce livre qui s'appelle « La gangrène et l'oubli » en 1991, qui était en fait un ouvrage qui ne visait pas à m'opposer au récit historique, mais qui expliquait à l'époque en quoi, disons, les récits historiques n'arrivaient pas à percer à l'intérieur de la société, parce que c'est une société qui vivait dans le déni. C'est-à-dire que ça, je l'ai écrit déjà à cette époque-là, c'est-à-dire que les gens au sens large, enfin concernés par cette histoire, quelque part, ne voulaient pas entendre la vérité historique les concernant. Et je prenais un exemple déjà à cette époque-là, qui était l'histoire du cinéma. Parce que j'ai écrit un autre livre là-dessus qui s'appelle L'imaginaire de guerre. Et c'est-à-dire qu'en fait, chacun de ces personnes allait voir des films des années 70-80, mais qui les concernaient eux et pas les autres. Alors naturellement, les anticolonialistes, elles connaissaient très bien RAS de Boissé, Avoir 20 ans dans les Aurès de Vautier, La question de Laurent Heinemann. Alors, de l'autre côté, naturellement, L'honneur d'un capitaine de Schoendoerfer, etc. Les pieds noirs, le coup de Sirocco, enfin c'était vraiment... Et c'était très, comme ça, très cloisonné, très séparé. Mais je me suis aperçu qu'à travers l'exemple du cinéma, dans le fond, tous ces gens ne voulaient pas voir la vérité dans sa totalité. C'est-à-dire la vérité historique, en fait. L'histoire qui, elle, a pour objectif, effectivement, d'essayer de faire des récits les plus rassembleurs, les plus objectifs possibles. Bon. Mais ils voulaient rester dans le fait de se conformer eux-mêmes, disons, à leur propre passion, leur propre douleur, etc. Et là, je me suis dit quand même, il faut traiter de cette question-là. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir au pourquoi on a des mémoires qui continuent de saigner aussi abondamment, et pourquoi ces mémoires ne se rassemblent pas, et donc il faut restituer ces mémoires. En d'autres termes, mon objectif, c'était pas de me substituer à l'histoire, mais c'est de faire mieux l'histoire. C'est-à-dire que c'était pas de dire on va faire maintenant l'histoire des mémoriels, pas du tout. J'ai jamais cru en ça. Mais c'était de dire, dans le fond, par le travail de la restitution de mémoire, de toutes les mémoires, on va peut-être essayer d'arriver à une convergence dans la fabrication de récits historiques. Mais pour cela, il faut peut-être repasser par les mémoires plurielles. Et ça, je l'ai fait à travers un film qui s'appelait Les années algériennes, sorti donc en 1991. Et dans ce film, bon, qui a subi plusieurs critiques déjà à l'époque, j'ai l'habitude, en fait, là aussi, j'entendais restituer des mémoires. Ça ne voulait pas dire les mettre toutes au même niveau, mais de les écouter. Ça ne voulait pas dire, naturellement, dire que une mémoire était plus importante qu'une autre, pas du tout. Ça ne voulait pas dire qu'il fallait supprimer le fait que la situation coloniale était profondément inégalitaire, qu'il y avait des dominants et des dominés, pas du tout. La question, c'était de savoir comment toutes ces mémoires avaient pu exister, avaient pu coexister et avaient pu continuer à saigner. C'est ça mon idée.
C'était ça mon objectif en fait, c'était ça la préoccupation qui était la mienne. Bon. Et déjà à l'époque, on m'avait dit, non, il faut continuer à faire des récits historiques tout à fait classiques, hein, quelque part, sans le dire, la vérité historique finira par triompher des segments de mémoire. J'ai pas cru en ça. Hein. Je crois qu'il y a, disons, des mémoires qui saignent, des mémoires conflictuelles, parce que cette guerre, cette histoire coloniale est absolument extraordinaire. L'histoire de l'Algérie, enfin on ne peut pas y entrer dans le détail, mais c'est une histoire extraordinaire. C'est l'histoire, disons, d'une pénétration très violente coloniale, avec beaucoup de massacres, de crimes commis, de dépossession foncière. Ça c'est très important, la dépossession foncière, parce que ça va, ce que je disais dans mon rapport, jusqu'à la perte du nom. Et la fabrication des SNP, et son nom patronymique, c'est quand même des destructions identitaires, avec un rattachement administratif à la France qui était très puissant. Je veux dire qu'aucune autre colonie n'a connu. Aucune autre colonie, je veux dire, n'a connu ce qu'a connu l'Algérie. Et donc, malgré tout ça, ce que j'expliquais aussi, c'est qu'il a existé des facteurs de résistance, d'opposition, de nationalisme et de mélange et d'échange. Malgré tout ça. Donc il fallait à la fois comprendre et restituer toute cette complexité par le travail historique classique et par le fait d'écouter. Et d'écouter les témoins, d'écouter les gens encore vivants, parce qu'il se trouve que la guerre d'Algérie et la colonisation, au moment où je travaillais en 1990, était récente quand même. Ça faisait même pas 30 ans que la dépendance de l'Algérie avait eu lieu. Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit, il faut s'orienter différemment et réfléchir différemment. Et donc j'ai pris ce chemin, mais sans jamais vouloir abandonner l'histoire. Au contraire, c'était pour agrandir l'histoire, c'est-à-dire lui donner une richesse supplémentaire d'histoire, mais pas pour l'opposer, comme on oppose trop facilement aujourd'hui, par exemple, je dis, la classe et la race, le genre et le truc. Non, moi je pense j'ai toujours pensé qu'il y avait une façon extraordinairement multiple d'aborder des sujets très compliqués. Et il faut pour ça ne pas hésiter à emprunter des chemins qui peuvent parfois apparaître comme iconoclastes. La question des imaginaires, la question des sensations, la question des passions, y compris beaucoup aussi, à l'époque je l'écrivais, la littérature, les grands écrivains. Parce que moi ce qui m'a beaucoup aidé dans cette histoire-là, c'est qu'à l'époque je connaissais très bien Rachid Mimouni, et quand il sort son livre, bien sûr Le fleuve détourné en 82, et Tombéza en 84, puis L'honneur de la tribu en 87, il y a toute l'Algérie qui se dévoile devant moi, à travers des récits littéraires. Et je me dis, là, on ne peut pas faire mieux. Je veux dire, et quelque part, dans sa façon d'écrire, c'est le cas de Kateb Yassine, de Mohamed Dib, de Mamri, etc., quelque part, il révèle des pans d'histoire, par l'imaginaire, par la fiction, que les historiens ont du mal à atteindre, par le seul recours aux archives, etc. etc. Et donc, il faut faire ce détour aussi par la littérature, c'est fondamental. Il faut emprunter, ça je l'ai écrit dans La gangrène et l'oubli, c'était déjà en 1990. Et dans le rapport, vous faites une allusion justement aux autres archives que vous imaginez de mobiliser. Je me demandais précisément, je bouleverse un peu l'ordre prévu, mais si c'était à ces archives-là notamment que vous pensiez, c'est-à-dire des œuvres de l'imagination, oui. Des œuvres artistiques, qu'elles soient littéraires ou cinématographiques ou picturales, enfin bon. C'est ce que j'ai appelé des archives incandescentes, c'est-à-dire des archives d'effervescence qu'il faut absolument, que les historiens doivent absolument utiliser, sans pour autant, disons, aussi sombrer dans l'illusion que la littérature permet tout, que la fiction permet tout. Bien sûr. Je veux dire que le travail historique, il ne faut jamais l'abandonner. Il faut toujours... D'ailleurs, les grands écrivains restent accrochés aux travaux historiques. Bien sûr. Et comment en serait-il autrement? C'est pas possible. Mais en même temps, ce détour, il est tout à fait essentiel, parce qu'on a la volonté, le sentiment de rentrer au fond d'une société, dans les entrailles d'une société. Et ça, ça a été aussi ma préoccupation, en allant très loin par la suite, puisque après, je suis allé jusqu'à l'autobiographie. Ouais. Donc, c'est-à-dire que je passais de la mémoire, entre guillemets, individuelle et collective, sur le plan traditionnel, pour conserver naturellement le récit historique, et en creusant ce sillon jusqu'au bout, je suis arrivé jusqu'à la fin, c'est-à-dire dans l'autobiographie, qui est me concernant sur un double aspect, c'est-à-dire mon engagement militant, pour expliquer
Pourquoi je suis devenu un historien? À travers un ouvrage qui s'appelle La dernière génération d'octobre et un autre qui s'appelle Les guerres sans fin. C'est 2 ouvrages autobiographiques sur mon engagement, en fait, à la fois politique, hein, et puis d'autres ouvrages à caractère plus autobiographique, c'est le rapport, disons, à la communauté juive, notamment de la ville de Constantine, où il y a, disons, ce mélange extraordinaire et cette séparation, parce que c'est ça la vie. C'est le mélange de la séparation hein, qui pouvait exister dans cette ville, je veux dire, d'une immense communauté juive et naturellement d'Algériens musulmans. Donc et j'ai fait ça à travers un livre qui s'appelle Les clés retrouvées, donc qui est en fait mon propre récit, mais qui n'a pu exister ce récit d'enfance que parce que j'avais accumulé aussi un savoir historique considérable. C'est-à-dire que c'était pas un récit aussi facile que ça. Quelque part, il est arrivé à la fin de ma vie, quoi. Je veux dire, il pouvait pas arriver en 1974 ce récit. J'avais pas assez de connaissances historiques pour arriver à cette précision du vécu. Il m'a fallu accumuler une somme considérable de matériaux historiques pour arriver à la précision du vécu. Mais non, ouais, justement, vous parliez tout à l'heure de votre, on peut dire, formation marxiste dans votre jeunesse, dans votre passé militant. Ça correspond à une époque aussi où le terme victime n'avait pas du tout le même sens, n'était même pas employé spécialement. Il y avait plutôt une vision des damnés de la terre et puis tiers-mondiste, et on ne parlait pas nécessairement de repentance ou de réconciliation. Comment est-ce que vous voyez dans cette espèce de nouvelle configuration du passé qu'on vit aujourd'hui, hein, sous laquelle on est, un prolongement, une métabolisation ou une rupture avec ces interprétations militantes? Ce que je regrette, c'est que moi, les gens que j'avais côtoyés pendant longtemps, en étant un militant moi-même, c'est que c'était des acteurs. C'était pas des victimes. C'était des gens qui combattaient et qui voulaient mourir en combattant quelque part. C'est-à-dire qui allaient jusqu'au bout de leurs convictions et qui ne s'étaient jamais vécus comme des victimes. C'est-à-dire que leur récit, leur vie, leur trajectoire, c'était sans arrêt des refus, des dissidences, des obéissances, des engagements. Bon. Effectivement, tout d'un coup, l'histoire des colonisés est devenue un récit des victimes, c'est-à-dire des gens qui subissaient, atrocement, difficilement, qui étaient en situation perpétuelle de survie, etc. etc. Ah, il y avait tout cet aspect hein, dans les récits de tous ces gens que j'ai fait dans ce dictionnaire, par exemple, biographique. J'ai fait quand même 600 biographies, donc vous imaginez le nombre de gens que j'ai pu rencontrer. Alors il y avait des faiblesses dans ma façon de faire l'histoire qui date de cette époque-là. Bon, là, une des principales faiblesses qu'on pourrait relever aujourd'hui, c'est qu'il n'y avait pas de femmes. C'était que des hommes. Bon, il y avait que... mais c'était le cas de l'époque aussi. C'est-à-dire que l'engagement révolutionnaire en Algérie dans les années 30, à part quelques femmes exceptionnelles, c'était quand même masculin. Il y avait un côté masculin, mais aujourd'hui on pourrait regarder aussi mes travaux de cette manière-là. On pourrait dire où sont les femmes. Je veux dire, dans ce dictionnaire biographique de 600 acteurs, il y a, je crois, 10 femmes. Quoi. Bon, c'est rien par rapport à la masse, disons. Bon, fermons cette parenthèse. Donc à la fois, les raisonnements, la méthode utilisée dans l'écriture de l'histoire est tout à fait nouvelle, enrichissante. Je prends l'exemple des femmes parce que c'est très spectaculaire. Mais en même temps, c'est très réducteur parce que ça veut dire qu'on ne peut examiner l'histoire que sous un angle de personnages extraordinairement passifs. Alors que, pour moi, l'histoire, ça reste l'histoire d'hommes agissants. Ça, c'est peut-être le produit de ma vieille formation marxiste, que je ne renie pas entièrement. Bon, attention, hein, je ne pense pas que ce soit négligeable. Pas du tout. Hein. Moi, j'ai quand même appris beaucoup de choses quand même dans ces engagements, mais en particulier le fait que tous ces personnages étaient quand même des combattants. Quoi. Je veux dire, c'était des sacrés personnages quoi, qui racontaient leur enfance, leur histoire, leur vie, etc. Et même les femmes aussi que j'ai rencontrées, parce que j'ai rencontré aussi une femme exceptionnelle dont tout le monde parle aujourd'hui, qui est morte, vous la connaissez tous, c'est Gisèle Halimi, c'était une amie, et sa vie c'était un combat extraordinaire. Je veux dire, c'était... Et moi je ne la regardais pas, comme une militante, j'allais presque dire féministe, mais comme une combattante tout simplement de tous les actes, de tout ce qu'elle avait pu embrasser quoi, comme combat. Quoi. Je dis putain, l'enfance, la famille juive tunisienne traditionnaliste, le refus, la rébellion contre la tradition. Pour moi, quelle trajectoire, quoi. Bon, et je ne pouvais pas la réduire à un seul aspect, quoi. Je veux dire, pour moi, c'était... Bon, en vieillissant, effectivement,
Et je me suis aperçu que la question du féminisme était centrale, quoi. Enfin, pas centrale, mais extrêmement importante. Bon, c'est vrai qu'à l'époque, moi, je voyais tout ça comme un seul moment qui était celui du refus, quoi, tout simplement. Mais c'est vrai que le fait qu'elle était une femme et pas un homme, ça jouait dans son refus. Ça jouait dans sa façon d'être, que j'avais peut-être sous-estimé aussi, bien sûr. Donc il y a un enrichissement dans la méthode d'analyse, dans les approches, etc. C'est incontestable. Mais il ne faut pas oublier la dimension aussi du combat, quoi, du combat politique. Et c'est ce que je regrette, malheureusement, c'est la diminution du rôle joué par l'engagement politique dans l'écriture de cette histoire. Voilà. Ce rapport, donc, il a été commandé par le président Macron. Bon. On sait que parallèlement, un autre rapport a été demandé par le président Tebboune à Abdelmajid Chikli, bon, qui n'a pas vu le jour. On aurait pu penser donc que votre rapport, c'était un rapport qui avait été commandé par des Français pour des Français. Et lorsque vous avez eu cet entretien dans Le Monde, vous avez dit que vous aviez dû vous tenir sur une ligne de crête, donc on peut imaginer que c'était extrêmement étroit, oui, hein, entre réconciliation franco-française, oui, franco-algérienne et algéro-algérienne. Oui. Et effectivement, on a pu constater que vous vous êtes fait attaquer de part et d'autre de la Méditerranée et de tous les bords politiques à peu près. Bon. Et ce qui me semble un peu paradoxal, c'est que ce que vous avez essayé de faire, c'était, semble-t-il, au contraire, de parvenir à un socle mémoriel partageable, partagé, hein, et c'est là que vous faites attaquer. Comme si, en fait, vouloir parvenir à cela, c'était prendre le risque d'une dépolitisation des questions mémorielles. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Ben c'est ça. Moi, vous savez, avant d'accepter cette mission, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup hésité. Au point de départ, je ne voulais pas tellement y aller. Parce que pour les raisons qu'on connaît, c'est-à-dire que ce qu'on appelle la colonisation et la guerre d'Algérie, il y a des fractures très très douloureuses et difficiles à régler. La guerre d'Algérie, la fracture franco-française, elle ne s'est jamais refermée avec la personnalité de De Gaulle. Je veux dire que c'est l'antigaullisme dans la société française est fort, porté par l'extrême droite, c'est pas seulement, par une partie de la gauche aussi. Les fractures à l'intérieur de la gauche sont fortes, avec la personnalité de Mitterrand, qui a joué un rôle considérable pendant la guerre d'Algérie, avec la question de la bataille d'Alger en 1957, c'était Mitterrand qui était ministre de la Justice. Comment voulez-vous que la gauche fasse son examen de conscience? Il faut soulever le couvercle de la mémoire et remettre en question. Donc je connais, j'ai fait la biographie de Mitterrand et la guerre d'Algérie, j'ai fait la biographie de De Gaulle. Donc sur le côté français, je savais la ligne de fracture extraordinaire qui existe, bien sûr, à l'intérieur des familles politiques. Et alors, du côté algérien, la question algéro-algérienne était extraordinaire aussi, puisque j'ai fait la biographie de Bessali, on ne peut pas faire mieux. Je veux dire, bon, dans le fait qu'il a créé le nationalisme, on en est écarté, je veux dire, par la suite. La biographie de Ferhat Abbas, lui-même, un personnage extraordinaire qui parle de l'assimilation républicaine française, tout en étant musulman, pour aller à l'indépendantisme avec le FLN en 1956. Parcours fabuleux, hein, qui d'ailleurs résume bien toute l'histoire, je veux dire, de cette algérianité à conquérir, à fabriquer, à inventer, etc. Ferhat Abbas, hein, j'ai fait ça, donc je savais ça. En faisant les bios, je prends l'exemple de De Gaulle et Mitterrand d'un côté, et de l'autre côté, en faisant les biographies de Messali Hadj et de Ferhat Abbas, je me disais, mais comment faire? Et en même temps, pour être honnête, un président de la République me propose, après 45 ans d'études et de travail, d'essayer de faire un état des lieux et un inventaire des questions qui existent. Pourquoi je refuserais? Quelque part, c'était à la fois un défi et quelque part un aboutissement. Je veux dire, je ne pouvais pas me dérober, moi qui avais plaidé pendant des années sur la question de l'occultation, de l'oubli, du déni, du refus de regarder en face les réalités, etc. Et lorsque se présentait l'occasion de pouvoir essayer de régler quelque part les questions, je me disais, ah non, je me retranche dans ma sphère académique, dans mes archives, dans mes séminaires, dans mes colloques, etc. Et puis voilà, et je reste à l'abri, je veux dire, de tout ça, et sans prendre de risques. Si j'avais eu 45 ans ou 50 ans, c'est ce que j'aurais fait. Pour faire carrière. J'ai fait une belle carrière, 50 ans, bon voilà, on devient directeur de recherche au CNRS, professeur d'université, on reste à l'abri des disputes politico-académiques et on continue comme ça. Mais à 70 ans, c'est pas le cas. Donc j'ai accepté, mais à la condition que soit respectée mon indépendance de chercheur et d'intellectuel. Donc j'ai pas touché d'argent.
Donc j'ai pas eu de bureau, j'ai rien eu du tout. Et d'ailleurs, il a dit d'accord, ok, pas de problème. Donc ça veut dire que j'ai fait tout ce travail, qui a duré presque un an en fait, fondamentalement, en étant totalement indépendant du pouvoir politique sur le plan matériel. C'est très important, ces questions matérielles. Parce que vous avez plein de missions qui sont données avec de l'argent, des moyens matériels, etc. Moi, j'ai refusé. J'ai refusé ça. Ça, il faut le dire parce que très souvent, il y a beaucoup de fantasmes, etc. Mais vous savez, l'indépendance du chercheur, à un moment donné, c'est pas simplement une question idéologique, psychologique, c'est une question matérielle. C'est une question matérielle. Je veux dire, l'indépendance du chercheur par rapport à l'État, c'est de dire, moi j'ai ma retraite, ça me suffit, et je vis avec ça, et c'est tout. Et je fais mon travail, j'écris, etc. Voilà. Mais c'est à la fois un défi. Parce que connaissant précisément cette ligne de crête extraordinairement difficile, je me suis dit, dans mon fort intérieur, est-ce que ça bouge encore, toute cette effervescence, toute cette incandescence, toutes ces braises que j'ai moi-même décrites, etc. Eh oui, ça bouge toujours. Et de quelle manière? Ça bouge encore. C'est-à-dire, c'est toujours ce refus d'une vérité historique partagée, toujours. Et c'est toujours l'enfermement dans un seul récit, c'est toujours cette espèce de conflictualité qui permet de construire des rentes mémorielles sur le plan politique. Sur le plan politique. C'est-à-dire que c'est, dans le fond, il ne faut pas régler la question. Il ne faut pas que ce soit réglé. Parce que si c'est réglé, eh ben, ça veut dire que quelque part, les facteurs de légitimation du politique s'effondrent. Donc il faut que ça continue. Alors, j'ai vu ça en travaillant au fur et à mesure où je progressais dans mes entretiens, parce que j'ai quand même vu 40 personnes, hein, c'est pas mal, 40 associations et personnes. C'est un travail d'exploration, d'investigation, hein, c'est pas simplement dans ma chambre tout seul à travailler. J'ai quand même vu beaucoup de monde et je me suis aperçu effectivement que tous ces gens-là poursuivaient cette guerre, quelque part. Ils en vivaient presque. Je veux dire que c'était quelque chose. Alors là, je me suis dit, comment faire pour contourner? Dans le fond, on ne peut pas régler une telle situation de retard sur des décisions non prises pendant 60 ans, uniquement par un seul type de discours idéologique abstrait qui permettrait de régler l'ensemble des questions. Là, le problème est trop lourd. Et donc, je me suis attelé à dire, on va faire des propositions concrètes sur des dossiers simples, accessibles, c'est-à-dire prendre des personnages qui ont été assassinés, prendre des choses comme les essais nucléaires, prendre la question, enfin je ne vais pas reprendre toute la préconisation, etc. Et je me suis dit, c'est la façon de contourner le débat idéologique qui a lieu en France depuis maintenant, je ne sais pas, 30 ans ou 20 ans, sur la repentance, les excuses, etc. Parce que, dans le fond, dès que des mots tabous, fétiches, magiques, tout ce qu'on voudra sortent, il n'y a plus de débat. Ou plutôt, il n'y a plus de travail historique, mais il n'y a que du débat idéologique. Voilà. Et on se complaît là-dedans, et c'est formidable, etc. Et j'ai vécu tout ça, parce que j'ai connu tous ces débats-là, évidemment, hein, compte tenu de mon âge, de mon expérience. Et d'ailleurs, par parenthèse, quand on m'a dit « oui, mais ce rapport, il a été fait en quelques mois », non, c'est un rapport que j'ai fait en 45 ans. Presque un demi-siècle de travail. À travers des... C'est pas simplement des choses jetées comme ça en l'air. Bon, non. C'est des choses qui... C'est le produit d'une accumulation, disons, d'un savoir, d'un vécu, d'une sensation, d'une exploration, d'archives, de rencontres, de connaissances, de mise bout à bout, de contournements possibles, etc., qui m'a amené à ce texte assez court, effectivement, de 150 pages, effectivement, lui, rédigé en 3 mois. Pour arriver à un rapport, entre guillemets, relativement simple, dans sa façon de concevoir l'histoire et de faire des propositions, il a fallu que j'accumule, disons, une connaissance bibliographique assez importante, filmographique assez importante, etc., etc. C'est-à-dire que sinon, c'était pas possible. Ou bien c'est le démarrage d'un processus, ou bien ce sera un échec comme d'habitude et on repassera à autre chose. Mais c'est dans un processus, c'est dans une durée qu'on pourra mesurer la chose, et non pas dans l'instant, dans le moment. Mais je crois qu'à travers les premières mesures qui sont prises, et même à travers les réactions autour du rapport, que c'est un changement de cap. C'est-à-dire qu'on a une façon de réfléchir qui est différente. En cela, dans le fond, j'aurais réussi un petit peu de la même manière que quand j'avais fait La gangrène et l'oubli et les années algériennes, en 1991. C'est sorti en même temps. Hein. La gangrène et l'oubli et les années algériennes, c'est sorti la même année. Et ça avait créé le même choc.
de discussions, de refus, etc. Enfin bon, c'était toute une série d'intellectuels qui s'étaient disputés. Mais à l'époque, il n'y avait pas Internet. Parce que la caisse de résonance n'était pas la même. Donc là, aujourd'hui, avec Internet, on a une caisse de résonance extraordinaire et d'instantanéité terrible, d'une rive à l'autre de la Méditerranée. Sadit Yassine, qui est anthropologue, qui dirige la revue Berbère Awel, m'a dit, dans le fond, tu as mis un coup de pied dans la fourmilière. Alors, elle l'a expliqué dans un entretien dans les journal algérien qui s'appelle L'Expression, où elle raconte ça. Elle dit, dans le fond, c'est pas tant le rapport qui est intéressant que tout ce qu'il a relevé, tout ce qu'il a soulevé, comme passion, comme discussion, comme polémique, etc. Elle dit, c'est ça sur laquelle maintenant les chercheurs doivent réfléchir. C'est-à-dire que toutes les passions soulevées autour de cette question-là. Finalement, quelle lecture vous faites en gros des 20 dernières années, parce qu'il n'y a pas eu non plus rien. Non. Est-ce que vous l'avez intégré dans votre réflexion pendant toute cette préparation? C'est-à-dire la loi de 99, les jours de commémoration, il y en a eu 3, donc il y a eu des politiques mémorielles quand même assez actives. Là, pour le coup, on ne part pas de rien, c'est pas comme si on était dans les années 90 d'un point de vue institutionnel et politique mémorielle. Est-ce que ça veut dire pour vous que c'est un échec, ce qui s'est passé pendant 20 ans, en gros, de ces initiatives, ou est-ce que vous y voyez des limites? Enfin, comment vous voyez ça? Non, je pense que depuis 20 ans, on est sorti effectivement de l'oubli de cette période-là, de la colonisation et de l'esclavage d'ailleurs. Bon. Parce que c'est en 99, la première grande marche sur la question, publique, sur la question de l'esclavage. Pour beaucoup de Français, l'esclavage, ça paraît extrêmement lointain dans le temps, dans l'espace, ça n'appartient pas à l'histoire de France, c'est périphérique, c'est quasiment exotique. Bon, on s'aperçoit que ce n'est pas le cas du tout. L'histoire de l'esclavage est constitutive de l'histoire nationale française. Bon, à travers l'histoire des porcs négriers, etc. Enfin, tout ça, c'est extraordinaire, c'est nouveau, on ne connaissait pas quand même. Bon. Donc, on avait oublié, on avait refoulé tout ce qu'on veut. Donc, on a effectivement une sortie d'oubli. Mais une sortie d'oubli qui se fait dans le désordre. C'est-à-dire qui ne se fait pas de manière harmonieuse, académique, j'allais presque dire scientifique et politique, c'est-à-dire avec des débats organisés, etc. On a une sortie d'oubli dans le désordre qui se veut à la fois très positive, c'est-à-dire qu'on découvre ce qu'a été telle période, telle histoire, tel personnage, enfin je ne vais pas rentrer dans le détail, les dates, les commémorations, le 19 mars, etc. Enfin bon, le 17 octobre, enfin bon, il y a des dates, le 5 juillet. Mais en même temps, je veux dire que cette trouée dans les avancées, elle se fait en désordre et elle ne fabrique pas, disons, des retrouvailles. Elle ne fabrique pas des passerelles, elle ne fabrique pas des recherches de compromis, de consensus. Elle ne fabrique pas tout ça. Elle fabrique au contraire des identités fermées. Mais pourquoi? Ce n'est pas en rapport simplement avec la France et l'histoire de son passé. C'est mondial. Je veux dire que la question du passage qu'on évoquait tout à l'heure, du combattant à la victime, c'est mondial. C'est-à-dire que l'effondrement des idéologies, osons le mot, collectives, socialistes, je veux dire, bon, favorise ça. C'est-à-dire que c'est la montée des individus, de l'individualisme, je veux dire, bon. Et donc les recherches qui sont faites, elles sont plus faites dans le sens d'une espérance démocratique collective, mais elles sont faites dans le sens d'une recherche personnelle, individuelle, qui va jusqu'à la recherche d'une identité personnelle, jusqu'à la religion, je veux dire personnelle. C'est grosso modo depuis la chute du mur de Berlin, pour aller vite. C'est ça le moment décisif, quoi, pour moi. Je regardais un documentaire extraordinaire qui était passé sur LCP, c'était le cinéma et le Parti communiste français. Je ne sais pas si vous avez vu ce documentaire extraordinaire. C'est-à-dire comment le Parti communiste français s'était construit comme parti aussi en empruntant la voie du cinéma. Bon, bien sûr, Jean Renoir, la vie est à nous, etc. Avec tous les trucs. Et on voyait, j'ai vu toutes ces images de foules gigantesques, d'espérance collective qui étaient montrées dans les images. Je veux dire qu'on voyait ça avec les gens étaient gonflés d'espoir, avec une perspective, un horizon qui se dessinait, et presque une joie intérieure. Enfin, je veux dire, bon, l'effondrement d'un horizon d'attente fait qu'effectivement, la sortie d'oubli, elle ne se fait pas dans une recherche d'espérance collective, pour essayer de régler une question, mais elle se fait effectivement dans des volontés personnelles, individuelles, de groupes qui vont aller s'affronter, qui vont essayer de se justifier, etc. etc. Donc il n'y a pas rien qui a été fait. Il y a tout un travail qui a été accompli. Il y a des associations qui ont combattu, qui sont créées d'ailleurs à ce moment-là,
même avant. Et tout ce travail-là, et le travail des historiens a été considérable, il a été énorme. Il y a des thèses qui ont été soutenues, bien sûr. Bon, je pense à des étudiants à moi, bon, comme Tramor Kemenor, qui a soutenu une thèse extraordinaire sur la désobéissance dans la guerre d'Algérie, qui a une grande thèse, Naïma Yahi, qui a fait une grande thèse sur l'aspect culturel de l'immigration, Linda Amiri, qui ont fait des grandes thèses, et puis plus âgés, plus proches, Sylvie Thénault ou Raphaël Branche. Vers où tout ce savoir va? C'est ça la question centrale. Je veux dire, c'est ça le problème. Le problème, c'est qu'on a tout ce savoir accumulé, toute cette connaissance accumulée, va vers plus de fractures et de fractionnement, disons, que vers de réunification, de réconciliation, etc. Et moi, vous savez, je suis plus un homme qui cherche l'espérance collective dans la réconciliation que dans la guerre. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui pense que c'est par la régression de la guerre que se créent des idéologies positives. J'ai jamais cru ça. Vous savez, la fameuse leçon classique que tous les militants, les vieux militants marxistes connaissent, vous savez, c'est l'Allemagne. Hein, c'est la question d'Hitler. C'est-à-dire la régression féconde, entre guillemets. Enfin, cette connerie, quoi. C'est-à-dire, bon, après Hitler, ce sera nous, quoi. Non, il n'y a jamais rien après Hitler. Il faut bien se rendre compte de ça. C'est pas vrai. C'est la destruction du mouvement ouvrier, c'est la destruction de l'intelligentsia, c'est la destruction de tout ça. C'est les fractures dans la société, c'est l'opposition de tous contre tous, et après il faut du temps pour reconstruire une nation, du temps pour reconstruire un mouvement syndical. Est-ce qu'on va vers plus, disons, de conciliation, vers plus, disons, d'avancées démocratiques, ou au contraire vers plus de fractures, d'affrontements et d'individus séparés? C'est tout le problème. Mais c'est ma position personnelle que je vous livre là. C'est pas une position, soi-disant, entre guillemets, d'historien académique qui sait tout, indépendant et tout ça. Non. Ça, c'est la position d'un homme qui a combattu, qui a écrit, et qui n'est pas simplement un académique, hein, ça c'est clair. Hein. Et pour reprendre donc l'actualité, hein, avec la reconnaissance des conditions de la mort d'Ali Boumendjel, qui a été reprise par Emmanuel Macron, est-ce qu'il n'y a pas, donc justement, on est là dans du symbolique individuel, ouais. Et par rapport à cette espérance collective que vous évoquez, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi à mettre en avant justement une sorte de commission autour de la question des disparus, dans une dimension collective? Et moi je pense, puisque j'avais un peu travaillé aussi sur cette question-là, à la mission Matteoli, où il y avait eu un travail considérable pendant 3 ans sur la spoliation des biens juifs. Effectivement, c'est très difficile cette commission. Parce que c'est pas simple, parce que c'est moi qui ai proposé cette commission, que j'ai appelée, je sais pas comment, Mémoire et Vérité. Est-ce que c'est une commission sur la durée, c'est-à-dire qui vise à entendre, recueillir les paroles blessées, disons, de tous les acteurs de cette histoire, pour essayer de trouver, de dégager des solutions? Je veux dire, bon, ça c'est... Ou bien est-ce que c'est simplement une commission qui veut entériner mes préconisations? Vous voyez? Si c'est ça, c'est pas bon. C'est pas une commission qui vise simplement à dire « Ah, ça, on l'a pas fait, numéro 18, on l'a pas accompli, numéro 14, ça n'a pas été fait, et numéro 11, ça reste à faire. » Si c'est ça, c'est foutu. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit quelque chose de beaucoup plus sérieux, de beaucoup plus vaste que même mes propres préconisations. Pourquoi? Parce que moi, quand j'ai proposé à Ali Boumendjel, parce que c'est ma façon de faire, que j'ai évoqué tout à l'heure de l'histoire, c'est-à-dire de partir d'un personnage emblématique pour essayer de reconstruire tout un paysage politique et culturel. Moi, j'ai déjà expliqué ça, je n'y reviens pas. Ali Boumendjel, c'était un avocat, bien sûr, et c'est assez fondamental, mais c'était un militant politique qui combattait pour la démocratie politique, hein, avec les valeurs précisément républicaines. C'est un ami de Ferhat Abbas. Donc c'est aussi ça, Ali Boumendjel, c'est fondamental, c'est pas un choix... C'est très important, hein, je veux dire, bon, qui était un compagnon aussi du mouvement de la paix. Parce qu'il revenait du mouvement de la paix quand il a été arrêté et assassiné. Hein. Bon. Donc donc à partir de ce cas particulier, on a la découverte de tout un pan de l'histoire politique algérienne et française. C'est pas simplement le pan d'une histoire. Donc à partir d'un cas personnel, oui, il faut dessiner des paysages beaucoup plus larges, bien sûr. Beaucoup plus large, c'est-à-dire sur quelle a été la culture politique française sur la question coloniale. C'est très large. Une culture de domination, une culture qui voulait civiliser au nom de la République et qui a opprimé. L'exemple de Boumendjel est extraordinaire, comme celui de Ferhat Abbas, mais Ferhat Abbas est resté en vie, donc Boumendjel a été assassiné. Mais c'est la même trajectoire.
C'est-à-dire que c'est même Messali aussi d'ailleurs, c'est la même trajectoire. C'est-à-dire des gens qui ont cru en l'égalité, qu'on leur avait enseigné quelque part, qu'on leur avait donné, bon, mais qui ne se produisait pas. Et donc c'est le problème d'une espérance déçue terriblement, terriblement déçue. Et ça reste une leçon pour notre présent. Il ne faut pas décevoir. Quand on promet beaucoup, quand on explique ce que c'est l'égalité, la liberté, la fraternité, et que ça ne se produit pas dans la réalité, c'est terrible. La déception est terrible. Et donc c'est ça aussi ce que j'avais essayé d'expliquer dans mon rapport. C'est-à-dire que l'énorme déception née du système colonial ne doit pas se reproduire dans la société française. Ça, je l'ai écrit, on me l'a reproché d'ailleurs. Parce qu'on me dit non, parce que personne n'était déçu, tout le monde était bloc à bloc, tout le monde a cru uniquement l'indépendance depuis le début. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ça? Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Il y a eu, vous savez, les hommes qui combattent, ils ont toujours des espoirs à un moment donné. Hein, ils croient en quelque chose, puis ensuite ils sont déçus, ils passent à autre chose. Mais dire que tout est joué par avance, ça c'est une prédétermination de l'histoire. Enfin, je ne sais pas quoi dire à répondre à ce genre d'argument. Enfin, bon, bref, je passe là-dessus. Donc, effectivement, vous avez raison sur le fait que ce type de commission, il faut traiter des questions, j'allais dire, culturelles et historiques beaucoup plus larges. Sur effectivement, pourquoi toutes ces blessures? Pourquoi toute cette incandescence, je veux dire, mémorielle, etc. Il faut essayer de commencer à écouter ça. Vous savez, le problème de l'écoute sur toutes ces personnes, hommes et femmes confondus, sur ces questions. Est-ce qu'on va le faire? Je ne sais pas. Très franchement, je sais pas, parce que c'est une tâche considérable. À la limite, je vais vous dire un truc simple, enfin simple. C'est plus facile d'avancer sur des préconisations telles que je les ai formulées. C'est-à-dire, bon, comme on commence à le faire, c'est déjà important quand même pour moi, hein, le fait que ce soit mis en œuvre, parce que ça n'avait jamais été le cas. Il y a 3 présidents de la République qui se sont succédés, et Ali Boumendjel n'avait jamais été reconnu quand même. Faut quand même dire des choses simples à un moment donné. Hein. Je veux dire, bon, quand on me dit oui, mais on savait pour Boumendjel, oui, on savait, mais il y a eu 3 présidents de la République depuis 2000, c'est en 2000 qu'on a su que Ossarès a tué Boumendjel, enfin, donné l'ordre de tuer Boumendjel. Ok, 3 présidents de la République se sont succédés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ossarès est mort dans son lit. Qu'est-ce que je vous dis? Personne n'a rien fait. Bon, donc, oui, c'est vrai qu'on savait, et personne n'a rien fait. Donc, à un moment donné, il fallait faire. Bon, c'est ce que j'ai fait, bon, ce qui a été fait par Emmanuel Macron. Voilà, c'est aussi bête que ça, la vie. Bon, maintenant, une fois qu'on dit ça, enfin, je veux dire tout ça, que c'est fondamental, que c'est très important, les archives, les essais nucléaires, bon, ça, c'est un truc très important, hein, parce que ça touche aussi à l'écologie, ça touche à toute une série de choses, bon. Mais plus fondamentalement, ce qui est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre, c'est une stratégie d'écoute, de réflexion et de compréhension de ce qu'a été la nature, disons, de ce système dans lequel ont vécu des millions de gens. Ils se sont peut-être détestés ou combattus, mais ils ont vécu dans cette histoire. Et ça, c'est très très difficile. Alors, est-ce qu'on pourra réussir à le mettre en œuvre? Ça, je ne sais pas. Je dis franchement, je ne sais pas. Est-ce qu'on ne peut pas s'étonner justement que parallèlement au travail d'ouverture et on peut dire, de mise en connexion des mémoires que vous essayez de faire, parallèlement à ce que vous faites, il y ait pu avoir un rapport sur le terrorisme vers un musée du terrorisme qui commence à partir de 1974. Et évidemment, ça élude complètement ce qu'on appellerait en Amérique du Sud le terrorisme d'État, la terreur d'État, donc ces assassinats, celui d'Ali Boumendjel, les attentats de l'OAS, etc. Et tout d'un coup, ça disparaît. Alors, c'est une scène parallèle, mais en même temps, évidemment, ça nous concerne tous. Écoutez, honnêtement, je ne peux pas régler tous les problèmes. Non, il ne s'agit pas de que vous j'ai déjà assez à faire avec toutes les questions qu'on évoque depuis tout à l'heure. Je veux dire, c'est quand même très lourd, je veux dire, à gérer, parce que par exemple, il y a une autre question très lourde à gérer, sur laquelle je ne peux pas me prononcer dans l'immédiat pour des raisons que vous comprendrez, c'est le fait de dire, bon, l'islamo-gauchisme, les gens qui travaillent sur la question coloniale, et ça intervient au moment où, précisément, je sors mon rapport. Bon, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, ça? Quand j'ai décidé d'accepter ce rapport il y a 1 an que j'ai commencé à travailler, cette question ne se posait pas. Donc c'est pas un complot qui fait qu'on a sorti le rapport le jour ou la veille ou le lendemain des déclarations de Frédéric Vidal. Bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je ne peux pas régler les questions d'actualité politique sur des questions historiques de longue durée. C'est pas possible. Je veux dire, sinon, on ne fait rien. Parce qu'il y aura toujours un événement
enfin, je ne réponds pas directement à votre question, mais il y aura toujours un événement dans l'actualité politique qui invalide à un moment donné un travail de longue durée en disant attention au moment où, etc. Donc on ne s'en sort pas. Donc le problème, c'est quel cap on prend, quelle orientation on décide de prendre. Moi, l'orientation que j'ai décidé de prendre à travers ce rapport, c'est d'expliquer l'histoire coloniale à travers des exemples simples, des exemples concrets, enfin tout ce qu'on vient, je ne vais pas reprendre tout ce qu'on vient de dire maintenant, etc. Maintenant, il y a d'autres missions qui ont été décidées, données à des historiens reconnus, hein, je veux dire, chevronnés. Bon, il y a la mission Rwanda, on n'avait pas parlé, avec Vincent Duclerc, qui est un historien de la Troisième République d'ailleurs, hein, très reconnu. Bon, il y a la mission Henri Rousseau, bon, sur le terrorisme, etc. Moi-même, j'avais déjà accepté des missions que j'ai réalisées sur les réfugiés, la culture et les réfugiés, qui passaient totalement dans les oubliettes, de dormir au fond d'une armoire, je ne sais plus dans quel ministère. C'était comment la France accueille les réfugiés aujourd'hui. C'était tout un... Parce que quand j'étais président du musée de l'immigration, on m'a demandé de faire cette mission. Je l'ai faite, ça a duré 2 ans, et j'ai fait un gros rapport comme ça. Aucune reprise dans la presse, aucun débat, aucune édition. Par parenthèse, c'est vous dire que la question de l'Algérie, de la guerre, intéresse beaucoup plus les Français. Je trouve ça un peu injuste. Parce que comme j'ai fait les 2 rapports, donc je peux mesurer la différence de traitement et de réception dans la société, et je m'insurge aussi contre ça. C'est-à-dire, je m'insurge parce que je dis dans le fond, c'est très franco-français vos histoires. Parce que dès qu'il y a question des immigrés, des réfugiés, vous n'en avez rien à faire, quoi. Et ça va dormir dans les armoires. Mais dès qu'on parle de vous, des franco-français, là, on va débattre, on fait des tribunes dans Le Monde, dans Libération, dans je sais pas où, etc. Ça oui. Mais comment on accueille les réfugiés en France aujourd'hui? Et comment il y a des associations, enfin je ne vais pas vous dire tout ce qu'il y a dans mon rapport, parce que j'ai fait le tour de France des associations pour faire ce rapport. Ça a duré 1 an, j'ai fait avec Jean-Pascal Lanuit, qui était au ministère de la Culture. Aucune réaction. C'est quand même incroyable aussi, je veux dire. Donc, indépendamment des contenus des missions données, vous avez une réception nationaliste des choses qui est quand même embêtante, quoi. Je veux dire, vous voyez, c'est quand même incroyable. Je veux dire, il y a une autre mission que j'ai faite qui n'a eu aucun écho. Vous allez voir pourquoi c'est intéressant. C'était sur les massacres en Guadeloupe en 67, qui m'avait été commandé par Georges-Paul Angevin. Grosse mission, avec plusieurs historiens d'ailleurs, comme Michel Zancarini, etc. Et on a travaillé 1 an et demi sur ça. On a fait un gros rapport sur les massacres en Guadeloupe en 67 et puis en Martinique, etc. Je ne sais pas si vous connaissez ces épisodes de l'histoire intérieure française, malheureusement passés sous silence. Rien du tout. Rien. Aucune reprise. Non mais... pour moi, c'est ça le problème de la réception aussi, de ce que j'ai pu moi-même entreprendre dans des trucs officiels. Parce qu'on m'a fait la reproche sur l'histoire du rapport, parce qu'elle a flambé immédiatement, pourquoi un historien accepte un rapport donné par l'État, etc. Je dis, mais attendez, j'en ai déjà fait des rapports pour l'État. Personne ne m'a jamais posé cette question. C'est un truc de fou. Je veux dire, j'ai fait 3 rapports avant. Enfin, pas moi tout seul, mais avec d'autres. Il y avait la Guadeloupe, il y avait les réfugiés et la culture, et il y avait l'état des lieux de recherche sur l'immigration en France, que j'ai remis en 2017. C'est un rapport sur l'état des lieux, inventaire, sur l'immigration en France. Aucune reprise. Non mais ça existe, je vous garantis que c'est des... Vous allez sur mon site, vous trouvez les rapports. Ça, il n'y a pas de problème. Et donc, je me suis dit, mais comment ça se fait, toutes ces interpellations, toutes ces polémiques, toutes ces discussions, etc. Ça veut dire que c'est pas fini. Je veux dire, tout ce qu'on a évoqué, la question coloniale, la guerre d'Algérie, évidemment. Mais 2, les Français s'intéressent qu'à des choses qui les ont touchés eux-mêmes. Enfin, les Français métropolitains. Et ça, c'est intéressant aussi à analyser. Il faut le signaler quand même aussi, ça. Mais les rapports que j'ai faits sur l'immigration ou sur ce qui se passe dans les Antilles, ça n'intéresse personne. C'est considéré comme de l'histoire périphérique et négligeable. C'est intéressant. Ça aussi, j'essaie de... Vous voyez ce que je veux dire? J'essaie de faire connaître ce genre d'attitude là aussi. C'est intéressant quand même. Alors maintenant, moi, je ne suis pas responsable de désigner telle thématique, disons, de rapport. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, c'est pas moi qui décide ça, c'est l'instance directement politique. C'est l'instance politique. Donc il y a à la fois la décision du pouvoir politique de certains termes, et puis il y a la réception par les sociétés de ces rapports.
Et ça, c'est intéressant. Il y a les deux aspects qu'il faut examiner. Pas un seul, toujours l'État qui décide. Non, comment la société accueille ou n'accueille jamais ce type de rapport. Ça, c'est intéressant. Vous voyez le balancement des choses, quoi.